parfait. Parce que la première question, donc, si je comprends bien, sur la partie de l'or, donc la voici. Donc, bonjour, merci pour cette belle présentation. Je viens de regarder l'article scientifique Report et je vois que l'apport en fibres explique environ 8% de la variation observée. Avez-vous également regardé l'impact de la consommation des groupes d'aliments, produits animaux ou produits végétaux? Le rôle important de la vitamine C semble pointer sur un rôle des fruits et légumes. Alors peut-être que je vais m'arrêter là, je vais poursuivre la question après vos réponses, Laure, parce qu'il y a plusieurs questions dans le message. Oui, alors effectivement, peut-être pour un niveau de détail un peu plus poussé. Donc, en termes des questionnaires alimentaires, on a fait des questionnaires à la fois qu'on appelle qualitatifs et quantitatifs. Donc, le qualitatif consiste à demander au cours du dernier mois, parce qu'il y a évidemment des variations saisonnières que là, on n'a pas essayé de capturer, à quelle fréquence les gens mangent de tel et tel aliment. Donc là, on parle vraiment en termes d'aliments et on part sur des grandes catégories, type vous mangez de la volaille toutes les semaines ou tous les jours, etc. Donc là, c'est du qualitatif, il n'y a pas de quantité, c'est la fréquence. Et on a aussi fait des questionnaires quantitatifs qui sont donc des rappels de 24 heures où on avait donc des albums photos où il y a tous les plats répertoriés consommés par ces individus dans ces environnements-là. Et ils devaient nous montrer les quantités et on a accès aux compositions. Et là, c'est vraiment un gros travail d'anthropologie nutritionnelle pour pouvoir, à partir d'une photo, dire quels sont les contenus en différentes vitamines, minéraux, etc. Donc, on avait les deux types d'informations et un peu à ma déception, les rappels de 24 heures n'ont pas fourni énormément de corrélations significatives. Effectivement, il y a la vitamine C qui ressortait, mais on n'a pas été vraiment regardé dans le détail pour cette étude-là. Puisque bon, notre objectif, c'était vraiment de regarder les facteurs qui influencent la diversité. Et en l'occurrence, la diversité n'était pas significativement différente entre milieu rural et urbain et pas fortement influencée par l'alimentation. La composition bactérienne, effectivement, était influencée par l'alimentation, mais ça, c'était des choses qui étaient connues. Et donc, on a moins creusé dans cette direction-là. Et pour les grandes catégories, c'est vrai que les fibres, il y avait un gros a priori là-dessus, donc on l'a testé explicitement et on n'a pas regardé, on n'a pas poussé plus que ça pour les catégories animales proposées, parce qu'effectivement il y avait moins d'hypothèses a priori entre les protéines animales et la diversité bactérienne. Très bien, je poursuis les questions. Donc, le rôle important de la vitamine C semble pointer sur le rôle des fruits et légumes. Quid du rôle du fer? Est-ce un marqueur des produits animaux? Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose sur les protéines? Du coup, j'ai l'impression d'avoir un petit peu Oui, répondu à ça en partie. Ouais, je suis désolée de ne pas avoir de réponse plus détaillée à fournir. Parce qu'en fait, effectivement, les catégories sur le rappel de 24 heures, on les a pas. Il y avait pas de choses qui étaient significatives à part la vitamine C. Donc, on n'a pas poussé plus loin les analyses dans ce sens-là, j'avoue. très bien. Alors, je passe à la deuxième question. Donc, bonjour, le niveau d'hygiène, à savoir donc pas d'accès à l'eau potable en milieu rural, n'expliquerait-il pas également la différence de composition bactérienne intestinale en plus de l'alimentation? Alors, je réfléchis. Donc, effectivement, l'accès à l'eau potable, je pense que c'est un facteur qui est assez important. Comme je l'ai dit à un moment, on a analysé d'un point de vue bactériaux les échantillons d'eau trouvés dans les puits et dans les rivières, parce que les gens boivent aussi quand ils sont au champ l'eau des rivières. Elles étaient quasiment toutes de mauvaise qualité, sauf une eau qui était dans une pompe à forage, donc là pour le coup qui était de bonne qualité, puisque c'est un système qui est fermé.
Donc bon, ça c'était important pour faire un retour à la population pour leur montrer quel type d'eau était plus potable que d'autres. Je pense que c'est une influence qui doit être assez forte sur les risques d'avoir des pathogènes au niveau intestinal. Donc effectivement, tout un tas de choses qui peuvent entraîner des diarrhées ou autres. Donc je pense que ça c'est extrêmement important pour la bonne santé intestinale et même la bonne nutrition, la bonne absorption des nutriments. Pour l'effet sur l'écosystème bactérien, je pense pas. En tout cas, les bactéries qu'on trouve dans l'eau sont pas celles qui vont pouvoir coloniser de manière stable l'intestin, à part pour les pathogènes, mais qui sont normalement transitoires. Donc non. Après, ouais, on n'a pas pu tester ça directement puisque l'absence d'eau potable est parfaitement corrélée. Pour le coup, enfin, il y avait personne qui n'avait accès à de l'eau potable en milieu rural et tout le monde avait accès à de l'eau potable en milieu urbain. Donc, c'est des choses qui vont covarier avec d'autres facteurs et qu'on ne peut pas discriminer réellement. Merci beaucoup, Laure. Alors, je crois que le professeur Éric Brucker avait une question. Alors, oui. Oui, peut-être une question pour Stéphane Blanc. Alors, je m'excuse parce que j'ai une connexion qui n'a pas été optimale, donc j'ai peut-être loupé des parties de votre présentation. J'ai une question par rapport au sommeil. Est-ce qu'il y a des différences dans le sommeil, puisqu'on sait maintenant que ça peut avoir un impact sur le poids? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, on n'a pas noté de différence significative pour le moment dans la population qu'on a étudiée sur le temps de sommeil. Donc on était un petit peu surpris, mais pour l'instant, alors effectivement, la population pour l'instant en accélérométrie correspond à un sous-groupe de l'effectif total. Je pense qu'on sera beaucoup plus représentatif quand on aura atteint l'année prochaine les 300 individus, mais pour l'instant, on ne voit pas de différence significative dans le temps de sommeil, alors même que l'on voit des différences dans le temps de sédentarité ou dans l'engagement pour des activités, on va dire, dynamiques dans la journée. Merci Stéphane. Merci. J'ai une autre petite question pour Madame Ségurel sur la transition. Si on imagine une population qui devient urbaine, en combien de temps on peut s'attendre à une transformation du microbiote? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement rapide ou est-ce qu'il faut du temps? On sait un petit peu ça? C'est une très bonne question. Alors, il y a un papier qui est sorti récemment sur des populations thaïlandaises qui migrent aux États-Unis. Et donc, là, ils ont fait un gradient justement avec des premières générations, deuxième génération, troisième génération et des gens d'origine américaine qui ne viennent pas de Thaïlande. Donc, qui montraient un petit peu. Donc là, c'est pas vraiment en termes d'années, mais c'est au moins en termes de gens qui sont établis aux États-Unis depuis plus ou moins longtemps. Et il y avait un effet significatif. Donc, on peut voir un peu la taille de cet effet sur cette publication. C'est vrai que nous, on a essayé de regarder un petit peu, mais on n'avait pas des tailles d'échantillons qui permettent vraiment de faire la distinction entre des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Idéalement, j'aurais voulu effectivement faire des sous-groupes avec des gens qui étaient nés en ville, des gens qui étaient arrivés en ville à différents âges, etc. Mais on n'avait pas la puissance en termes de taille d'échantillon de faire ça. Je pense que ça vaudrait le coup parce que c'est une question qui est vraiment intéressante, la plasticité du microbiote. Puisqu'il y a à la fois une grande plasticité où on voit qu'effectivement quand on change son régime alimentaire, il va y avoir des effets sur la composition assez rapidement, hein, mais de l'ordre de quelques jours, quelques semaines. Mais ces différences, elles restent quand même assez minoritaires. En fait, on fait varier, mais on reste quand même. Il y a des jolis papiers aussi sur l'effet des régimes alimentaires chez les personnes obèses. Ou même dans les personnes non obèses où on enlève complètement le sucre, ou on enlève complètement le gras et toutes les semaines ils sont échantillonnés. Donc là c'est pareil, on peut avoir une idée de l'échelle de temps qui est importante.
Donc, on voit des choses bouger, mais ça reste une portion vraiment très minoritaire qui change, en fait. Hein. C'est pas le microbiote dans son ensemble. C'est vraiment des genres de bactéries très, très ciblés. Mais je pense que ça peut réagir assez vite. Par contre, sur la perte de diversité, ce qui semble être considéré aujourd'hui, c'est que c'est vraiment des espèces de goulot d'étranglement quand à chaque génération, on est colonisé par un plus petit nombre de microbes dès l'enfance. C'est là où, à terme, ça va finir par engendrer vraiment une perte complète de certaines bactéries. Par exemple, le genre Treponema, on le retrouve plus du tout en milieu urbain industriel alors qu'il est extrêmement présent en milieu traditionnel. Donc, il y a une plasticité qui est très rapide, mais je pense qu'il y a des effets à long terme qui sont, pour le coup, la plasticité, elle peut avoir une certaine réversibilité, on peut encore revenir en arrière, alors que je pense que quand il y a plusieurs générations qui vont dans ce sens-là, on n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Donc, c'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup, Laure. Oui, donc le professeur Bruckler va maintenant conclure ce webinaire. On vous écoute? Merci. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je voulais vraiment vous remercier, Madame Ségurel, Monsieur Blanc, pour la qualité de vos présentations et puis ces travaux qui sont absolument remarquables. Je pense qu'ils ont des perspectives, y compris sur les aspects cliniques, pour la compréhension de tout ce changement qui a eu lieu. Donc, merci beaucoup pour vos présentations et puis je remercie l'Institut Danone pour l'organisation de ce webinaire. Je pense que ça a été un succès. Il y a beaucoup de monde qui ont pu écouter et je pense que c'est imposé par le Covid, certes, mais finalement une bonne façon de s'instruire. Donc un grand merci à vous deux et un grand merci à Danone et bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci.